Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, tous les sujets de société du lundi au vendredi. Et comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Ça tombe bien, à l'occasion de l'élection présidentielle. Quelle école dans les programmes des candidats en France? Un sujet finalement moins présent dans cette campagne qui ne ressemble décidément à aucune autre. L'éducation figure néanmoins en bonne place dans les programmes des candidats. Le métier d'enseignant, l'école primaire, les programmes scolaires, les inégalités et l'échec des élèves. Quelles sont les propositions? Quelle est la faisabilité aussi des réformes dans cette éducation nationale, premier budget de l'État, avec l'enseignement supérieur ajouté bien sûr, et souvent comparé à un mammouth? Nous allons donner la parole à plusieurs représentants des candidats. Certains militants ou élus sont d'ailleurs eux-mêmes enseignants, et nous donnons aussi la parole à l'une des principales fédérations de parents d'élèves. Bonjour Liliana Moyano. Bonjour. Vous êtes présidente de la FCPE, votre organisation est proche du Parti Socialiste. Vous nous direz quelles sont vos attentes, celles des parents qui, au-delà d'ailleurs des convictions politiques, estiment dans leur immense majorité aujourd'hui que l'école doit être réformée. Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité, soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Vous avez été le premier membre du gouvernement à officiellement se rallier aux candidats d'En Marche. Dominique Nachuri, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Rhône, conseillère municipale à Lyon, et vous faites partie de la commission Affaires culturelles et éducation à l'éducation nationale. Paul Vanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, ancien enseignant, porte-parole sur les questions d'éducation voilà, toujours enseignant dans un lycée, dans l'académie de Créteil, et vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise 2017 sur les questions d'éducation. Alain Avello, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en lycée et vous êtes cofondateur et président d'un collectif Front National d'enseignants qui s'appelle le collectif Racine, les enseignants patriotes, et vous êtes aussi membre du conseil stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Voilà. Eh bien, nous allons donc à la lumière des propositions des candidats essayer de comprendre comment il faut réformer l'école. Tout de suite, je vous propose d'écouter quelques minutes, quelques points de vue de lycéens à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, des reproches et des attentes au micro d'Alice Milo. Rester assis devant un prof qui nous raconte des choses et qui les explique mal, pour nous, moi je dors, ça fait dormir. Est-ce que c'est le problème, c'est la matière ou c'est la manière dont on te l'enseigne? C'est la manière dont on l'enseigne. Tu veux que le prof te donne plus la parole? Ouais, il donne plus la parole et qu'il arrête de tout diriger comme si c'était lui le chef d'orchestre. Alors que c'est pas lui le chef. Moi je dis que quand on est en cours, c'est mieux de faire de la pratique que de la théorie. S'il y a beaucoup d'élèves qui dorment en cours, c'est surtout la théorie. Il faut faire juste une demi-heure de théorie et plus de pratique. Par exemple, les classes en groupe, ça travaille mieux, il y a moins de bruit et le prof il est moins énervé en fait, parce que vu que sur 24 personnes, s'il en a 15 qui font la merde, le prof il pète un câble et après c'est la fin du cours quoi, et les autres ils n'arrivent pas à travailler quoi. Il faudrait combien d'élèves dans une classe alors? 15, ouais. Alors vas-y, fais-moi le portrait de ton école idéale. Ouais, plus de sorties, plus de voyages. Vous voyez quand des fois ils disent que ce sera au collège qu'on voyagera ou que ce sera que à la fin de CM2 qu'on voyagera. Franchement, ce serait bien que les établissements scolaires ils fassent plus voyager les enfants, comme ça les enfants ils ont plus de réalité sur le monde. Ah, par exemple des trucs pour apprendre l'anglais par exemple. Voilà, voyager dans tous les continents. Plusieurs candidats à la présidentielle qui disent qu'il faut revenir à l'uniforme à l'école. Ça fait trop dictature. Non, ça par contre, il faut arrêter ça tout de suite. Non, ça va être trop bizarre. On sera tous habillés pareil, on n'aura aucun libre. C'est nul. Personne n'aura personnalité, c'est pas marrant. Est-ce que toi, tu penses que la personnalité, elle passe à travers les habits? Bah oui. Liliana Moyano vient d'entendre des élèves, vous représentez les parents d'élèves. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des propositions des candidats par rapport aux attentes des élèves et des parents? Oui, donc je représente ici la FCPE, donc qui est la première fédération des parents d'élèves de l'école publique, et nous sommes une fédération effectivement qui travaillons sur la question et nous réfléchissons également sur la question de une école qui fait réussir, qui donne les chances à tous les élèves. Nous sommes proches d'aucun parti politique, nous sommes dans ce qu'on appelle le champ des progressistes. Alors écoutez, ce qu'on vient d'entendre est fort intéressant.
intéressant. C'est d'ailleurs, nous avons mis en place une interpellation des candidats à la présidentielle qui s'est déroulée il y a une semaine. Et nous avons créé une plateforme où nous avons demandé à tous les parents de nous poser les questions. On a mis une grille des questions et à eux de les ordonner. Alors, qu'est-ce qui arrive en priorité alors, qu'est-ce qui arrive en priorité? C'est la question effectivement de la pédagogie. C'est la question de... effectivement, on nous parle beaucoup de plus d'écoles, des horaires, des moyens. Nous et les parents, on se situe plutôt dans la question de mieux d'écoles. Comment on enseigne? L'école est déjà suffisamment longue et les résultats ne sont pas là. Effectivement, il y a les principaux rapports internationaux et nationaux nous disent c'est une école qui, il y a 150 000, un peu moins aujourd'hui, décrocheurs par an. 98 000, qui sortent chaque année du système scolaire, les mains vides, sans aucun diplôme. L'école française parle surtout à ceux pour lesquels ça va bien, où il y a des moyens. Et c'est une des écoles les plus inégalitaires et dans lesquelles, effectivement, l'échec scolaire est très lié aux problématiques sociales. Donc les parents veulent que les élèves réussissent, que leurs enfants réussissent à l'école. Tout à fait. Ils y croient fortement dans l'école de la République. Ils veulent effectivement qu'on se penche sur la question de la pédagogie, de mieux d'école. On a aussi beaucoup parlé des petits effectifs et sur la question de la mixité, c'est très important. Et enfin, que l'on préserve la question de l'école publique, laïque et gratuite. Parce qu'on assiste là depuis plusieurs années à un véritable détricotage de la gratuité. Aujourd'hui, l'école coûte cher aux parents, y compris l'école publique. Donc, bien évidemment, derrière ça, pour nous, l'argent public à l'école publique. Il faut effectivement, parce que l'école publique, c'est celle qui accueille tous les enfants et qui doit donner la possibilité à chacun de ces enfants de réussir. Pour nous, l'école publique est un bien commun. L'école publique et la réussite de tous les élèves. Comment rendre l'éducation nationale plus efficace, faire progresser les compétences des élèves? On le voit bien dans les études internationales, sur le niveau des élèves de 15 ans, en maths, en compréhension de l'écrit. La France n'a cessé de reculer dans les classements internationaux depuis une quinzaine d'années. 19e en lecture, 26e en maths, loin derrière l'Allemagne, alors que c'était exactement l'inverse. Il y a 15 ans, l'Allemagne a réussi à réformer son système, a progressé extraordinairement. Et paradoxe, en France, deuxième nation la plus récompensée pour ses recherches de haut niveau en maths, après les USA. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le très haut niveau et puis... la masse des élèves. Effectivement, c'est un système éducatif, le système éducatif français est très performant et très bon pour ceux pour lesquels il n'y a pas de soucis. La France fabrique peu d'élites et beaucoup d'échecs scolaires. La France fabrique une bonne élite et effectivement, il faut qu'il y ait une élite, mais elle n'est pas suffisamment, elle n'arrive pas à inclure et à pousser, à porter tous les élèves. Face à ces constats, il y a tout de même un consensus sur ce constat que l'école a besoin d'être réformée. Paul Vanier, vous qui représentez Jean-Luc Mélenchon, quelles sont les propositions phares de votre parti pour réformer l'école et faire réussir tous les élèves et pour que l'école soit plus performante? Bon, d'abord, si on considère, nous, que l'école réussit au sens où elle qualifie, elle accueille chaque année des millions d'élèves, elle les qualifie, elle les fait réussir, elle est l'école affaiblie. Mais elle est affaiblie par les conséquences de politiques éducatives. L'école n'est pas isolée, elle n'est pas à part. Ce sont les politiques de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, qui ont creusé les inégalités entre les établissements. La réforme du collège, le décret Payon sur les rythmes scolaires, la réforme Châtel du lycée, que nous voulons abroger, ont aggravé la situation et les enquêtes comme l'enquête PISA, dont il faut d'ailleurs interroger les fondements épistémologiques et les fondements méthodologiques, le soulignent. Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord garantir l'égalité de traitement à tous les élèves. Nous voulons une école de l'égalité, et cette école de l'égalité, c'est d'abord une école gratuite. Madame Moyano vient d'indiquer que la gratuité a reculé dans notre école, que le transport scolaire est de plus en plus fréquemment payant, que la cantine est de plus en plus chère, que le périscolaire, introduit par François Hollande, est désormais rendu payant pour près de 40% des familles. Nous proposons donc un plan de gratuité intégrale, gratuité des manuels scolaires, gratuité des sorties scolaires. On entendait tout à l'heure des lycéens qui parlaient des sorties et on doit permettre aux enseignants d'aller au bout de leur projet éducatif. École de l'égalité, c'est une école de la mixité et c'est une école qui finalement se construit comme un lieu où il fait bon apprendre, avec bien sûr des effectifs par classe qui sont diminués,
en éducation prioritaire notamment, avec des ATSEM dans l'école primaire qui accompagnent les enseignants dès 3 ans. Nous voulons la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans avec plus de maîtres que de classes. Nous voulons 5000 postes, plus de maîtres que de classes en CP et CE1, avec des RASED qui seraient reconstitués. Les réseaux d'aide prioritaires pour les élèves en grande difficulté scolaire. Et avec un soutien scolaire gratuit. Nous allons revenir sur les exonérations, les privilèges fiscaux dont bénéficient certaines entreprises privées du soutien scolaire pour financer ce service public du soutien scolaire, qui nous semble une des mesures qui peut être portée pour résoudre la difficulté de certains. Barbara Pompili, donc pour les Républicains, faire réussir tous les élèves, lutter contre l'inégalité et pour une école plus performante, quelles sont les propositions ? Oui. Barbara Pompili, pardon pour Emmanuel Macron, pardonnez-moi. Non, mais c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que l'école française reproduit les inégalités sociales. On n'arrive pas à sortir de ça. C'est-à-dire que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Par rapport à ça, il y a un certain nombre de blocages qu'il faut qu'on réussisse à lever. Bien sûr qu'il faut donner les moyens là où il y a les plus grandes difficultés. Et c'est pourquoi on veut concentrer le travail sur le primaire, parce que c'est au primaire que se créent déjà les premières inégalités. Et on voit d'ailleurs que les enfants qui ont des difficultés au primaire ne s'en sortent pas vraiment. Donc la priorité au primaire, diminuer le nombre d'élèves par classe, les diviser à peu près 12 élèves par classe dans les REP et les REP+. Donc dans les zones prioritaires. Dans les zones d'éducation prioritaire, mais aussi... Pas pour toutes les classes, que pour le cours préparatoire et le CE1, 12 élèves par classe. CP, CE1, d'abord parce qu'à un moment, il faut aussi qu'on ait des politiques un peu réalistes en termes d'ambition. Là, financière. Rien que ça va demander 12 000 enseignants à peu près. Et donc ça veut dire 5 000 créations de postes, parce que après on redéploie un certain nombre de postes qui ont déjà été budgétés. En plus des 60 000 créations de postes qui ont été faites durant ce quinquennat, ne l'oublions pas. Il en manque 20 000 par rapport aux suppressions des 80 000 postes de Nicolas Sarkozy. Eh bien oui, mais justement, on progresse, on avance. Il y a aussi un travail qui doit être fait sur 2 points qui me paraissent absolument essentiels. Tout d'abord, il faut que les enseignants puissent avoir les moyens de travailler et être bien formés. Aujourd'hui, on voit que la question de la formation des enseignants est le nœud que nous avons du mal à démêler. Les enseignants doivent avoir la boîte à outils qui leur permet d'adapter les méthodes pédagogiques en fonction des élèves. Vous l'avez dit, Madame Moyano, tout à l'heure, pour les élèves qui vont bien, notre école aujourd'hui est plutôt adaptée. Mais dès qu'on sort un petit peu, dès qu'on a un handicap, dès qu'on a une dyslexie, dès qu'on a un problème social aussi, puisque en général les enfants qui viennent de familles défavorisées ont des problèmes d'accès aux livres ou d'accès parfois à la langue française aussi. Dès qu'il y a une difficulté comme celle-là, on voit qu'il y a un manque d'outils pour les professeurs dans leur formation pour avoir ce panel, pour pouvoir adapter leur pédagogie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis enfin, il faut aussi donner plus de place à l'expérimentation et à l'autonomie dans les établissements pour justement donc enseigner différemment, donner un petit peu de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire des choses, qui veulent mettre en place de nouvelles méthodes, sont aujourd'hui empêchés de le faire parce qu'il y a au sein de l'éducation nationale trop de rigidité, trop de difficultés. Il faut qu'on puisse leur donner cette possibilité de s'adapter, d'expérimenter. Ça, c'est un point absolument essentiel. Restons sur la réussite des élèves, donc à l'école primaire. Dominique Nachury, pour les Républicains, quelles sont vos propositions ? Tout d'abord, 2 petits préalables. Tout à l'heure, vous avez parlé des enquêtes internationales et de la place de la France. Vous avez parlé de l'Allemagne aussi, et je crois que l'exemple de l'Allemagne, justement, qui a su réagir par rapport aux difficultés qui étaient pointées, montre bien que l'on peut aussi avancer. Et puis, en ce qui concerne les ambitions, l'ambition de réussite, c'est celle des parents, mais je crois que c'est aussi celle de l'ensemble des enseignants, c'est aussi celle de l'ensemble de la nation que de faire réussir les élèves. Alors, quelles propositions concrètes ? En fait, de propositions concrètes... On l'a dit déjà à plusieurs reprises, l'important, ce sont les fondamentaux. L'important, c'est le primaire. Et donc, faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les fondamentaux et donc consacrer un temps important du temps d'enseignement à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques, à l'histoire, géographie. C'est aussi les conditions de la maîtrise du socle commun des connaissances. La proposition aussi de faire démarrer, alors ce qui n'est pas la scolarité,
scolarité obligatoire, mais l'instruction obligatoire à 5 ans, pour permettre de donner une année supplémentaire pour l'apprentissage de la lecture. Dire aussi que l'autonomie des établissements, ça n'est pas laisser à chacun la possibilité de faire comme il veut, mais c'est donner de la liberté pour l'organisation du temps de l'enseignement et la possibilité de l'innovation qui n'est pas encore suffisamment reconnue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cadrage sur les principes, sur les programmes, sur le niveau d'exigence des enseignants, mais ça veut dire aussi qu'on laisse des espaces de liberté pour faire en sorte donc, que... de la liberté et plus d'enseignements sur les fondamentaux, le lire, écrire, compter, et puis l'histoire aussi avec l'importance du récit national. Et pour vous, Alain Avello, pour le Front National ? Oui, pour Marine Le Pen. Eh bien, écoutez, je crois qu'on s'entend tous, on converge tous au niveau des diagnostics. Notre école dysfonctionne très gravement. On a évoqué effectivement les classements internationaux qui sont catastrophiques, on peut le dire. Effectivement, il faudrait questionner cependant l'épistémologie de ces classements parce qu'elle est d'une certaine façon contestable jusque dans ses critères. Pour rester dans la réalité de notre école, nous le savons tous, nous avons quelque chose comme un tiers des enfants qui arrivent à l'école, au collège, sans maîtriser l'écriture et la lecture. À l'autre bout du système, nous avons un étudiant sur 2 qui échoue en première année universitaire. Bref, tout cela, effectivement, dysfonctionne très gravement. Alors, quels sont vos remèdes, justement, pour permettre à tous les élèves de réussir ? Eh bien, écoutez, là aussi, on peut s'accorder. Je vous écoutais, puisque je parle en dernier de ce premier tour de parole. Effectivement, la première des solutions pour garantir la réussite de tous, eh bien, c'est de donner des chances égales à chacun. Et les chances égales à chacun, elles se donnent en mettant le paquet sur les fondamentaux, bien entendu. Et tout particulièrement sur l'enseignement du français. C'est un des engagements de Marine Le Pen qui doit occuper la moitié du temps scolaire au niveau de l'école primaire. 50% consacrés à l'enseignement du français. Je rebondis sur ce que les uns et les autres ont dit, mais vous me permettrez d'aborder aussi les choses de façon critique pour que les personnes qui nous écoutent eh bien, s'y retrouvent. Madame Nachuri, vous avez à très juste titre parlé des fondamentaux, mais vous raccordez la question des fondamentaux au socle commun de connaissances et de compétences qui effectivement est instauré ou doit beaucoup à la loi Fillon, à la loi de votre candidat lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale de 2005. Il faudrait y regarder de plus près parce que ce socle commun de connaissances et de compétences, si on y regarde de près, n'a rigoureusement rien à voir avec les fondamentaux en réalité. Cette loi Fillon de 2005, eh bien, elle contribue justement à l'abaissement de l'enseignement des fondamentaux. Par ailleurs, j'ai entendu également l'intervention de Madame Moyano. Nous rejoignons en quelque sorte sur les diagnostics. Je tiens simplement à rappeler que votre organisation a défendu, et je suis sur ce point d'accord avec Monsieur Vanier, a soutenu la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, qui est une véritable catastrophe, c'est-à-dire que vous faites des diagnostics qui me paraissent parfaitement fondés, mais en même temps, votre organisation peut soutenir... Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je crois que c'est plus compliqué, il y a même des fédérations départementales de la FCPE. On ne va pas rentrer dans les cuisines des associations de parents d'élèves, enfin en gros vous voulez détricoter la réforme du collège. Et bien entendu, puisque l'abaissement, les dysfonctionnements de notre système résultent de l'abaissement de l'enseignement des fondamentaux, et puis au-delà de la mise en place des successives réformes du collège, à commencer, il faut remonter loin, par la réforme qui porte création du collège unique en 1975, dont la réforme Najat Vallaud-Belkacem est en quelque sorte la perpétuation. Il faut effectivement une école qui transmette les fondamentaux, qui de la sorte donne des chances égales à tous les enfants. Et puis il y a un dernier point, si vous me permettez, sur lequel je voudrais insister en termes de solutions, d'engagement que notre candidate prend. Eh bien, il faut revenir à un meilleur système d'orientation. Nous le savons, pour être enseignants, nous sommes au moins 2 autour de cette table, eh bien, l'on perçoit tout à fait précocement et clairement quelles sont les aptitudes, quels sont les goûts des enfants, que les enferme-t-on dans le collège unique. Une place importante pour l'apprentissage notamment. Alors, vous restez avec nous, je crois que vous êtes d'accord en effet sur les mots de l'école en France, sûrement pas d'accord sur les moyens, sur les remèdes. On va bien sûr parler aussi des enseignants avec un vrai clivage entre vous sur les suppressions ou les créations de postes et les moyens accordés à l'école. Vous restez avec nous suite de notre débat. Quelle école en France dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle? Retour dans 3 minutes après le flash.
internationale. 7 milliards de voisins, on est ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins à l'occasion de l'élection présidentielle. Quelle école dans les programmes des candidats? Vous le savez, RFI consacre toute cette journée à détailler, comprendre les propositions des candidats sur des sujets comme la santé, comme l'éducation, comme la science et la recherche pour l'émission Autour de la question, ou la culture, vous m'en direz des nouvelles, ou encore l'Europe pour l'émission Accent d'Europe, la politique étrangère bien sûr pour décryptage ce soir. Nous discutons donc de l'école. En France, vous étiez plus ou moins, en tout cas plutôt plus que moins, d'accord sur les constats et les mots de l'école. Vous, Liliana Moyano, donc présidente de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves. Paul Vanier, enseignant, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Barbara Pompili, soutien d'Emmanuel Macron pour En Marche, et Dominique Nachury, député Les Républicains du Rhône, et Alain Avello, professeur de philosophie et représentant du Front National, fondateur du collectif Racine, un collectif d'enseignants patriotes. Je vais laisser la parole à Paul Vanier pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, pour le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Vous souhaitiez réagir aux autres propositions? Oui, à ce vocabulaire commun, à la fois des représentants de François Fillon, d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui est ce mot des fondamentaux. Non, pas moi. Vous l'avez revendiqué, et c'est dans le programme d'Emmanuel Macron, de revenir aux fondamentaux, cette vision finalement rabougrie de l'école, d'une école réduite à rien, au lire, écrire, compter. Il faut aussi penser, il faut aussi créer, il faut aussi s'exprimer à l'école. Et on a à travers cela finalement une conception assez utilitariste de l'école. Une école qui n'aurait qu'une ambition, c'est de produire des individus qui seraient immédiatement adaptés aux besoins du marché. D'ailleurs, ces trois candidats se reconnaissent tous dans la promotion de l'apprentissage. Tous veulent satisfaire ce qui est pour le coup une revendication. Pour une meilleure insertion économique sur le marché du travail. Mais oui, mais vous savez, la voie professionnelle sous statut scolaire, elle permet d'emmener les élèves à la réussite, au diplôme, à l'insertion professionnelle. Bien mieux d'ailleurs que l'apprentissage qui se caractérise par des taux d'abandon très élevés et des ruptures de contrat, plus de 25%, 50% dans certaines filières. Je pense à la boulangerie, par exemple, dans les 3 mois qui suivent la signature de ces contrats. Ce sont des métiers en tension globalement. Face à cette proposition de cette école rabougrie, nous on veut une école de l'émancipation, une école riche de culture. Ça veut dire quoi concrètement, une école de l'émancipation? Une école riche de culture et riche de savoir, avec des disciplines auxquelles on redonne toute leur place. On a pris du temps aux disciplines avec la réforme du collège. On veut, nous, installer par exemple la philosophie en terminale professionnelle. On veut que l'enseignement des sciences économiques et sociales qui participent de la construction de la citoyenneté soit obligatoire en seconde. Et puis juste, je voudrais terminer sur cette question de la culture. On veut 5000 classes à projet artistique au collège. On veut que les professeurs d'éducation socioculturelle qui existent dans l'enseignement agricole viennent dans les établissements de l'éducation prioritaire. On veut créer des associations culturelles dans tous les collèges, dans tous les lycées du pays pour permettre véritablement la construction d'individualités qui soient pleines, qui soit riche et qui soit libre. Alors, excusez-moi, parce que je dois réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Liliana Moyano pour les parents d'élèves. Un des vrais problèmes au niveau de notre pays, c'est cette habitude, c'est cette manie et cette manque de lucidité et de vision par rapport à l'école, et céder la rendre otage des débats politiciens. C'est ce qu'on vient d'entendre, permettez-moi de vous dire, monsieur. L'école, tous les pays qui ont réussi à transformer leur système éducatif, c'est des pays qui ont fait de cette question de l'école un vrai sujet, un sujet fondamental des sociétés, et qui l'ont mis dans une réflexion longue, qui l'ont sorti des alternances politiques. Comment on peut dire aujourd'hui que les réformes qu'à peine viennent d'être mises en place, les rythmes, la réforme du collège, sur lesquels on n'a pas encore de retour, comment on peut dire aujourd'hui que ça ne fonctionne pas? Il faut, et tous les enseignants... Vous pensez à Singapour, 3 réformes en 50 ans, c'est ça? Champion international des résultats, la Finlande, pour etc. C'est des pays dans lesquels, à un moment donné, on s'est dit, ce sujet-là, il est beaucoup trop important, c'est vraiment ça qui va faire sens et socle dans notre société, il faut le mettre vraiment dans un temps long et le sortir de ces débats politiciens, parce que c'est ça à quoi on assiste. On n'a pas de vision, on n'a pas de vue. Tu les réformes? Si vous voulez, non, c'est pas ça. Il faut vraiment donner... On n'a pas... En France, on fait des réformes,
forme, mais on ne donne pas le temps de l'analyse, qu'elle se pose véritablement. Pour les enseignants, comme pour les parents d'élèves, comme pour les lycéens, il faut laisser vraiment le temps de construire ces choses-là. Concernant également la question de l'orientation, et vous, monsieur, vous êtes effectivement pour trier les enfants pratiquement du primaire et les mettre sur des voies. Oui. Donc, une des vraies questions dans ce pays, c'est la création d'un véritable service public d'orientation, parce que c'est ça qui coûte cher. Une mauvaise orientation, c'est ça qui coûte cher. Vous avez parlé effectivement après, quand on envoie ou on fait des orientations de faux qui sont soumis, c'est ça qui va coûter cher. Ce qui va coûter cher, il faut sortir de ce court-termisme. Ce qui va coûter cher par rapport à l'école. Tout de même, c'est recruter ou pas ou combien d'enseignants à l'éducation nationale. Alors, j'aimerais. J'étais attaqué, donc je voudrais quand même rapidement aller à un vélo pour l'éducation nationale. Je voudrais réagir sur une chose. Madame qui ne me regarde pas a dit que nous étions favorables à une, comment vous dites, une sélection des enfants dès le primaire. Tri sélectif. Ah oui, tri sélectif, carrément, oui, avec ça. Non, en fait, madame, nous voulons, sur fond d'une revalorisation nécessaire de la voie professionnelle, permettre aux enfants qui pourraient se réaliser dans cette voie à laquelle il s'agit de redonner toute sa noblesse, de pouvoir effectivement commencer à y entrer à 14 ans échus. Donc à 14 ans échus, il ne s'agit pas d'école primaire, ce que vous dites, ce sont des contre-vérités. Je voudrais, si vous permettez, réagir très brièvement sur ce que monsieur Vanier, mon homologue mélenchoniste, a dit à l'instant. Je ne suis donc pas votre homologue, si je suis mélenchoniste. Homologue, non, on ne parle pas exactement la même langue, si on regarde l'étymologie. Effectivement, vous avez raison. Est-ce qu'on peut avancer sur le fond des questions d'éducation ? J'ai entendu une chose incroyable, c'est que l'enseignement des fondamentaux, ce serait une école rabougrie. Mais oui, vous voulez supprimer la philosophie en terminale technologique. Et par ailleurs, vous parlez d'émancipation sociale. Ne sont pas capables d'accéder à l'enseignement philosophique. Que le capital culturel, les inégalités au niveau du capital culturel, qui compromettent pour les élèves qui viennent des milieux les plus défavorisés, gravement l'ensemble de leur scolarité, réside d'abord dans une inégalité quant à la maîtrise de la langue française. Mais c'est faux, les fondamentaux, c'est effectivement une école qui donne beaucoup à chacun, et tout particulièrement à ceux qui ont tout à attendre d'elle, parce que c'est la condition d'une école véritablement émancipatrice, et certainement pas la création, l'inventivité, ou je ne sais quoi, en tout cas pas dans un premier temps. Barbara Pompili. Non mais là, on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Moi, d'abord, je voudrais qu'on arrête d'opposer l'école émancipatrice qui fabrique un citoyen et qui aide un enfant à se construire en tant que personne qui vit dans une société, et puis l'école qui peut préparer à l'avenir et qui peut donner les outils pour que cet enfant puisse après s'insérer dans la vie professionnelle. Moi, je crois vraiment que c'est artificiel, en fait, de séparer les deux. Et donc, on peut avoir cette école qui crée, qui aide quelqu'un à se construire. Pour l'aider à se construire, il faut qu'il ait les outils pour le faire, il faut qu'il puisse être dans une ambiance bienveillante, dans une ambiance pas forcément où la compétition soit le seul outil. Mais qui va dire le contraire? Mais qui va dire le contraire? Non, mais aussi en l'aidant à se construire de différentes manières. Quand on inculque effectivement à des élèves assis sur leur chaise des cours doctoraux, on voit bien qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Donc il y a une question de travail sur les méthodes à faire. Faire changer la pédagogie parce que les jeunes ont changé. Voilà, changer la pédagogie parce que on voit que les pédagogies différenciées s'adaptent à différents types d'élèves, parce qu'il y a des élèves qui n'apprennent pas forcément de la même manière, et c'est pas pour ça qu'ils sont moins intelligents que les autres. C'est simplement que ils voient les choses sous un autre angle. Et puis aussi travailler avec eux à leur orientation. La question de l'orientation est un point fondamental. Aujourd'hui, les orientations, beaucoup trop d'orientations sont subies et entraînent en général des échecs. Pour cela, il faut associer les familles. Il ne faut pas laisser les élèves tout seuls. Il faut associer les familles, les élèves eux-mêmes qui doivent construire leur orientation dès le collège. Hein. Ça doit se faire dès le collège. Est-ce qu'on peut parler maintenant des enseignants ? Mais par contre, ne pas les orienter trop tôt. Ils doivent avoir le temps de se construire d'abord avant de pouvoir s'orienter. Et juste un dernier point pour répondre sur la question juste de l'apprentissage. La question de l'apprentissage, on se rend compte que des jeunes qui sortent de lycée professionnel, qui ont fait de l'apprentissage, ont un taux de chômage qui est moitié moindre que ceux qui
qui n'ont pas fait d'apprentissage. Donc on voit bien quand même que ça a un intérêt. Après, on peut discuter de tout. Moi, je suis d'accord avec Madame Moyano. Faut pas jeter en bloc des réformes qui ont été mises en place récemment. Il y a plein de choses qui ont été faites. Regardons ce qui va, ce qui ne va pas, et avançons. Je crois vraiment que on doit arrêter d'être dans l'opposition frontale, mais plutôt dans la construction ensemble. Et on se retrouvera beaucoup mieux dans ce sens. Je reparlerai après peut-être des rythmes. Est-ce qu'on peut parler de la question des enseignants ? Parce que certains d'entre vous veulent en recruter, d'autres ne pas en recruter, certains beaucoup. Jean-Luc Mélenchon prévoit de recruter 60 000 enseignants, Benoît Hamon 40 000, Emmanuel Macron entre 4 000 et 5 000 postes d'enseignants, c'est beaucoup moins. Pour les Républicains, Dominique Nachury, alors là, je dois dire que j'ai pas très bien compris encore. Est-ce que François Fillon prévoit de recruter des enseignants ou pas du tout, sachant qu'il prévoit de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires ? Est-ce que dans ces 500 000 postes de fonctionnaires, il y a des suppressions de postes d'enseignants ou pas ? Il a toujours dit qu'il n'était pas... c'est pas une suppression systématique partout, c'est aussi là où les besoins seront nécessaires qu'il y aura des recrutements. Non, j'ai pas très bien compris votre réponse, à vrai dire. Simplement, aujourd'hui, il y a, on l'a dit tout à l'heure, 860 000 enseignants. Il y a un budget important, budget d'État de plus de 100 milliards d'euros pour l'enseignement scolaire, auquel il faut ajouter tous les budgets des collectivités territoriales qui viennent aussi au service de l'éducation. Alors, tout à l'heure, on a dit... Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ou pas ? Non, mais il faudrait déjà évaluer. On a sans cesse dit qu'il fallait rajouter des enseignants. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt... réfléchir sur l'utilisation qui est faite des moyens. Donc l'amélioration de la qualité de l'école ne passe pas par le recrutement. Pas forcément par le recrutement. Elle peut passer par du recrutement. Elle peut passer par du recrutement si cela s'avère nécessaire, notamment peut-être par rapport à de nouvelles pédagogies et peut-être l'association aussi. On a parlé tout à l'heure de l'outil numérique. Le numérique devant rester un outil et n'étant pas une fin en soi, hein, mais il y a peut-être aussi la nécessité en matière numérique de venir en appui avec d'autres types de professionnels. Je crois qu'il faut avoir cette réflexion sur la meilleure utilisation des moyens, sans doute aussi mettre des moyens sur la formation continue des enseignants, qui est quand même aussi nécessaire pour que les enseignants puissent s'adapter aussi à l'évolution, bien sûr, des méthodes. Les enseignants français sont moins formés en formation continue que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est toujours la variable d'ajustement, la formation continue. Et je crois qu'on ne peut pas être pendant 30 ou 35 ans enseignant sans revenir de temps en temps sur ces pratiques et les différentes évolutions qui sont nécessaires. Alors, sur la question enseignante, toutes les études internationales le montrent, des enseignants bien formés, motivés, c'est la clé d'un système qui fonctionne. Sauf que ça, sur le constat, tout le monde est d'accord. Sauf que vous n'êtes pas d'accord sur le comment, là aussi. Alors, si je donne la parole à Paul Vannier pour soutien de Jean-Luc Mélenchon, vous prévoyez de recruter 60 000 postes. Oui. Vous partez du principe que la France manque d'enseignants à l'heure actuelle. Mais bien sûr, non seulement parce que François Hollande n'a pas tenu sa promesse et n'a pas reconstitué les 60 000 postes évoqués, qui d'ailleurs n'étaient pas suffisants. Il en a recruté 60 000, il en manque 20 000. Regardez, dans les derniers chiffres, ils intègrent pour les AED, les pions, dans les chiffres pour montrer, ça montre qu'on est loin de l'objectif. Mais moi, je veux revenir sur les besoins éducatifs. Ils sont croissants. Il y a 270 000 élèves qui sont rentrés dans le système scolaire depuis 2010. Il faut bien les accueillir et dans des conditions qui soient satisfaisantes. Voilà pourquoi on attend un pic démographique à la rentrée également. Voilà pourquoi nous voulons recruter 60 000 enseignants dans un contexte où nous allons élargir le temps de l'instruction obligatoire de 3 à 18 ans. Comment y parvenir ? Car aujourd'hui, le métier d'enseignant a été à ce point dévalorisé que nous avons une vraie crise de recrutement. Il y a des postes qui restent vacants au concours. Nous voulons d'abord revaloriser la condition enseignante et augmenter de 7% l'ensemble du traitement des enseignants, parce que après 6 années du gel du point d'indice, les salaires des enseignants ont diminué dans des proportions considérables. Et nous voulons mettre en place un plan de pré-recrutement des enseignants qui serait ouvert dès la terminale et en licence, qui permettrait à des jeunes, à des étudiants qui souhaitent rejoindre la carrière enseignante de s'engager dans cette voie, de pouvoir financer leurs études, parce qu'aujourd'hui, avec la masterisation, c'est à Bac+5 qu'on passe les concours. Et nous voulons, nous, des enseignants qui soient à l'image de leurs élèves, des enseignants qui soient aussi issus de milieux sociaux modestes et qui se retrouvent face à leur classe. Enfin, nous allons
allons travailler sur la formation des enseignants et nous allons associer des mouvements pédagogiques que nous allons agréer et que nous allons laisser participer à la formation initiale et continue des enseignants. C'est très important pour nous que les enseignants disposent d'une vraie culture pédagogique riche et diversifiée. Surtout, ils sont très seuls aujourd'hui en France, les enseignants. Sur ce point diversifié parce que on doit tourner la page d'une formation formatage qui réduit le champ des possibles ensuite en classe. Alors ça c'est vrai, excusez-moi, vous avez raison sur le fait qu'il faut une formation diversifiée. En même temps, c'est déjà aujourd'hui prévu dans la loi sur la refondation de l'école qui a été votée pendant ce quinquennat. Simplement, nous sommes typiques. Mais quand il y a des choses qui sont faites, qui sont bien, je ne vois pas l'intérêt de forcément revenir dessus juste par dogmatisme. Mais le problème là, c'est qu'on est aussi face à un problème de changement de culture parce que les SP qui ont été mis en place ont cette vocation-là, vocation à donner des nouveaux outils aux enseignants et leur donner une formation diversifiée. Mais on voit que sur le terrain, c'est plus pédagogique des moyens pour qu'ils interviennent dans cette formation. Tout à fait, mais normalement c'est prévu. Mais on voit aujourd'hui qu'il faut lutter contre des vieilles habitudes qui ont du mal à se tourner. Donc on a aussi une question de changement de culture à faire. Le fait que les professeurs puissent travailler en équipe, puissent faire des projets ensemble, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore difficilement appropriable sur le terrain. Mais parce qu'il y a beaucoup aussi de difficultés à faire bouger le système, parce que effectivement il y a des rigidités dont on a du mal à sortir. Donc cette question de la formation, et puis je vais répondre à votre question sur les enseignants, on a besoin de toute façon, nous, Emmanuel Macron ne baissera absolument pas le budget de l'éducation nationale, ça c'est déjà une base, dans une période où il faut faire des économies, mais on considère que c'est pas là qu'il faut les faire. Il va embaucher 5000 enseignants pour les classes CP-CE1 en REP, mais aussi il ne faut pas non plus avoir simplement une vision comptable des choses. La question de la méthode, la question de la manière dont on travaille, la question dont on associe les autres acteurs de l'éducation. Néanmoins, l'école est sous-dotée en nombre d'élèves par enseignant en France par rapport aux pays développés. Les collectivités, il faut continuer à soutenir les collectivités pour qu'elles puissent être associées notamment sur l'application du périscolaire, puisque le périscolaire doit être un outil qui doit être en lien avec l'école. C'est pas chacun de son côté. En moyenne, 15 élèves par enseignant en France, contre 12 élèves en moyenne dans les pays de l'OCDE, si on lise tout. Donc, effectivement, il y a moins d'enseignants par groupe d'élèves en France. A augmenté sous le quinquennat de François Hollande. Alain à vélo pour le Front National sur est-ce qu'on manque d'enseignants? Est-ce que c'est une des réponses du Front National ou pas du tout? Vous avez une autre approche. Nécessaire de prendre en considération effectivement les évolutions démographiques et par ailleurs effectivement les domaines dans lesquels il faut sans doute réduire les effectifs par classe. Tout le monde en conviendra. Mais vous ne prévoyez aucune création de postes. Écoutez, il faut, ça a été dit, je crois, j'en suis d'accord, il faut prendre en considération que le budget de l'éducation nationale est extrêmement lourd. Donc vous êtes d'accord avec les Républicains là-dessus? Nous sommes dans une période où l'on ne peut pas évidemment se lancer dans une fuite en avant dans laquelle, si j'ai bien compris, le programme de Jean-Luc Mélenchon, d'aucuns voudraient se lancer. J'ai l'impression d'ailleurs que ce programme, c'est un média spécialisé qui le titrait en quelque sorte, c'est une sorte de résumé visant à satisfaire toutes les revendications syndicales, corporatistes et catégorielles. Non, je pense que, par contre, un point sur lequel je suis d'accord, qui est incontestable, c'est qu'il y a une véritable crise des vocations. Et la crise des vocations des enseignants est un véritable symptôme des dysfonctionnements, un symptôme de plus, des dysfonctionnements multiples que connaît notre système. Certes, la crise des vocations s'explique par le fait que les enseignants déjà soient très mal payés. Et nous n'excluons pas une revalorisation salariale des enseignants, nous non plus. Mais la principale cause, c'est pas chiffré pour l'instant, mais la principale cause, sans doute, de cette crise des vocations et du mal-être lorsqu'on est dans l'exercice du métier, eh bien, c'est la situation absolument intenable qui existe dans de très nombreux établissements en France. Notre candidate s'y engage. Nous voulons effectivement, c'est l'un de ses slogans de campagne, la France apaisée. Nous voulons une école apaisée. Mais comment vous l'apaisez, cette école? Eh bien, une école apaisée passe par le fait qu'il soit scrupuleusement observé et appliqué le principe de laïcité, le principe de neutralité, y compris politique,
Pas plus tard qu'hier me revenait aux oreilles une pratique d'un enseignant qui fait sa campagne électorale devant ses élèves, et que ce soit une école, par ailleurs, où la sécurité soit garantie, à la fois pour les élèves, mais aussi, bien sûr, pour les personnels. Alors, il y a un dernier point sur lequel vous avez des points de vue assez divergents, c'est la notion de liberté ou de centralisation. Est-ce que vous souhaitez les uns et les autres une école très centralisée, très décidée par l'éducation nationale, dans laquelle les parents, par exemple, n'ont pas le choix d'inscrire leur enfant dans l'établissement qui leur semble bon, ou au contraire une vision de davantage de liberté, plus libérale, où les chefs d'établissement sont plus libres d'embaucher des enseignants comme bon leur semble, et les parents d'inscrire les enfants là où ils le souhaitent. Barbara, alors peut-être la FCPE d'abord, pour les parents d'élèves, très rapidement, il nous reste très peu de temps. Écoutez, là on vient de vraiment, ça vient d'illustrer ce que je disais tout à l'heure, c'est cette vision vraiment à court terme. On est en train de se poser la question aujourd'hui de la création de postes ou pas. Les gouvernements précédents, l'ancien, sur Nicolas Sarkozy, il y a eu 80 000 postes de supprimés. On a supprimé la formation. C'est inimaginable. Sur la question d'une école libérale ou pas? Alors, si vous voulez, c'est pas. Je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là. Il faut effectivement que les équipes pédagogiques, que les enseignants soient formés, qu'il y ait un vrai travail de réflexion autour des projets d'établissement, que la question de la coéducation, la présence des parents, des vrais moyens pour les jeunes, les collégiens, les lycéens, pour y réfléchir et participer, c'est quelque chose de très important, mais c'est dans le cadre d'une réflexion et d'un projet d'éducation nationale. Il faut que chaque élève, là où il se trouve, quelle qu'elle soit sa ville, son quartier, ait un enseignement de qualité avec les moyens qui vont avec. Ce n'est pas ça, la liberté, c'est cela. Dominique Nachury, il nous reste extrêmement peu de temps. Dominique Nachury, sur la question de la liberté, aussi bien pour les parents d'élèves que pour les établissements. Je pense que chacun a pu mesurer toute la richesse qu'il existait dans chacun des établissements scolaires, à quelque niveau qu'ils soient. Richesse humaine, des enseignants, des familles, des enfants. Quand on dit liberté, plus de liberté, c'est justement pouvoir aussi partir de l'établissement et considérer qu'à partir de l'ensemble de ces richesses, on peut aussi avancer dans un cadre qui est bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, un cadre qui reste national pour les principes, pour les programmes, pour le niveau d'exigence des enseignants. La liberté des parents d'inscrire leurs enfants là où bon leur semble. Quelle est la position? De toute façon, elle a toujours une limite, la carte scolaire, puisqu'on ne peut pas... le Front National veut la supprimer. Elle a été assouplie et je pense qu'elle peut l'être encore, notamment par adéquation entre les besoins des enfants et les propositions qui sont faites par les établissements. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la carte scolaire qui soit aujourd'hui le carcan principal. Je crois que c'est plutôt la prise en considération de l'ensemble des enthousiasmes et des capacités qu'il existe dans chacun des établissements. C'est un sujet important pour les parents d'élèves dans les grandes villes, en tout cas. Vous allez vite en besogne, pardon, je réponds puisque vous m'avez interpellé. Nous n'avons pas arrêté de position concernant la suppression de la carte scolaire. Ce que vous dites est inexact. Je note que personne n'a parlé de l'enseignement privé. Votre question était celle... évoquée en début d'émission sur le redonner une place importante à l'enseignement public. Était celle d'une école libérale, disiez-vous, ou moins libérale. Bon, il existe l'enseignement privé. La position de Marine Le Pen est très claire. Il est évident qu'il ne faut pas toucher, surtout pas toucher, parce que c'est inscrit en plus maintenant dans l'histoire, à la spécificité de l'enseignement privé, qu'il soit hors contrat et la laïcité, alors ou sous contrat. Vous n'allez pas, Monsieur Vanier, faire le grand système unifié d'éducation nationale. Vous savez que ce n'est pas très populaire comme perspective. Maintenant, concernant l'enseignement public, il est très net qu'il faut restreindre les marges d'autonomie des établissements, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais je crois que c'était hors micro, parce que arrêtons de nous raconter des salades. Ce dont le système scolaire a un urgent besoin, c'est même pas d'une énième réforme, mais c'est un grand plan de sauvetage. Ouais, alors ça, on l'a bien compris. Et le moyen de la réforme, secondes. C'est évidemment une recentralisation partielle. Un mot de conclusion pour chacun. Barbara Pompili pour Emmanuel Macron.
Oui, quand on parle de liberté, moi je crois vraiment qu'il faut donner une plus grande liberté aux professionnels pour s'adapter à leurs élèves et pour pouvoir travailler avec eux. Mais une liberté ne marche que si nous avons des professionnels bien formés. C'est pour ça qu'il paraît important que la formation se fasse en alternance le plus tôt possible. Nous, on parle de la L3, ça peut se discuter. Mais il faut aussi, et ça c'est dans le programme d'Emmanuel Macron, éviter que des professeurs qui sortent juste de l'école soient envoyés directement dans les endroits où il y a le plus de difficultés. Donc nous, on propose que, évidemment, il n'y ait plus d'affectation d'enseignants ayant moins de 3 ans d'expérience en zone prioritaire. Et aussi, et surtout, j'insiste beaucoup, quand vous avez des enfants qui ont un certain nombre de difficultés spécifiques, et pour éviter l'exclusion scolaire, notamment des enfants en situation de handicap, notamment aux enfants qui sortent plus un de peu moyens du cadre, pour ces élèves-là. Je suis plus désolée, de moyens, mais surtout une meilleure formation pour avoir, encore une fois, Dominique la Nachuri, possibilité d'appliquer des méthodes Votre mot de différenciées. conclusion, il vous reste quelques secondes. Oui. L'école, c'est là où tout commence. Et donc, voilà, nous insistons sur les efforts qui doivent être faits, mais des efforts qui ne sont pas uniquement des efforts matériels, mais aussi des efforts de réorientation des moyens. Pour le programme des Républicains, Paul Vanier, pour Jean-Luc Mélenchon. Et pour conclure, je vais vous parler des cantines scolaires, parce que nous accordons une grande place à cette question dans notre programme, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site jlm2017.fr. Nous considérons que tous les élèves doivent pouvoir profiter de la maternelle au lycée d'une pause d'1h30 pour un repas sans stress, avec les copains, un temps de convivialité. Et nous voulons des cantines gratuites qui proposent des menus 100% biologiques, issus de l'agriculture paysanne en circuit court. Et vous voyez qu'ainsi, l'école, notre projet éducatif, prend sa part de la transition écologique que nous voulons mettre en œuvre avec Jean-Luc Mélenchon dans le quinquennat qui vient. Je suis pas sûre que ça soit aussi central que ça, les cantines écologiques, mais enfin bon, pourquoi pas. On est parti sur les grands mots de l'école. Et dans l'éducation des enfants aussi à la nutrition. La pause d'1h30, c'est déjà le cas aujourd'hui. Non, en primaire. Moi, je parle jusqu'au lycée. Liliana Moyano. Écoutez, sortir cet enjeu de l'école du court terme, véritablement réfléchir pour que effectivement l'école publique gratuite laïque soit, on l'inscrit comme un bien commun, comme l'air qu'on respire, comme la nourriture. Effectivement, c'est ça qui fonde notre société. Donc il faut une vision et un projet à long terme pour l'école. Alain Avello, il vous reste vraiment quelques secondes avant qu'on rende l'antenne pour le journal. Marine Le Pen souhaite une France fière et une France juste. La justice sociale, elle commence à l'école. Il faut que tous les enfants, et particulièrement ceux qui ont le plus besoin d'apprendre, puissent s'y retrouver. Pour ça, que le maximum soit donné à chacun. Merci à vous tous. On se retrouve bien sûr lundi pour 7 milliards de voisins. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI. Journée